le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlich Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Bienvenue dans la page internationale au grand journal du 14h, en direct depuis la newsroom dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Erlich Dorelas pour la présentation. Jacques Maël, Joannel, François Smith, Jean-Julien pour présenter ce grand journal. Robin s'assure les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna, 102.3 FM à Jacques Maël. Au Mali, tentative d'assassinat contre le colonel Goïta. Deux suspects arrêtés, c'est après la prière et alors que l'imam se dirigeait vers la sortie de la mosquée pour égorger le mouton que les faits se sont déroulés. Le président Goïta a ensuite été emmené et ne semblait pas avoir été touché. Voici un reportage signé Africa News. Les autorités du pays parlent d'une tentative d'assassinat ce mardi matin au Mali. Un homme a tenté de poignarder le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, durant le rite musulman de l'Aïd el-Kébir, la fête du sacrifice à la grande mosquée de Bamako. C'est après la prière que les faits se sont déroulés. L'agresseur, un jeune homme, a été maîtrisé avant de commettre son forfait. Le président Goïta n'aurait pas été blessé, mais une autre personne, elle, aurait été touchée. Une enquête a été ouverte. Le Mali a été le théâtre de 2 coups d'État en moins d'1 an. Et ils ont été menés par les mêmes colonels de l'armée dirigés par le colonel Assimi Goïta, qui s'est depuis investi président de la transition. Depuis 9 mois, cet ancien chef d'un bataillon de forces spéciales ne se déplace jamais sans ses hommes cagoulés et armés de fusils d'assaut. Le colonel Goïta et le nouveau gouvernement nommé par la junte ont assuré qu'ils tiendraient l'engagement de rendre les commandes aux civils après des élections prévues le 27 février 2022. À présent, En Afghanistan, le groupe État islamique revendique les tirs de roquettes à Kaboul. 3 roquettes, dont 2 seulement ont explosé, sont tombées ce mardi matin, non loin du palais présidentiel, alors que de nombreux responsables afghans étaient réunis pour célébrer la fête d'Al-Aïd el-Hada. Voici un reportage signé Euronews. Imperturbables, ces officiels afghans continuent de prier malgré l'explosion au loin de 2 roquettes. La scène s'est déroulée ce mardi matin au palais présidentiel de Kaboul, alors qu'était célébrée l'Aïd el-Arda, la plus importante fête musulmane. Sur 3 roquettes, 2 ont explosé sans atteindre le palais. Au moins 6 personnes ont toutefois été blessées selon l'ONG italienne Emergency. L'attaque n'a pas empêché le président Ashraf Ghani de s'exprimer à la télévision quelques minutes plus tard. Il tire quelques roquettes et croit que cela va nous obliger à abandonner nos prières. Mais vous avez vu, personne n'a bougé. Ce pays ne peut pas être conquis avec des roquettes. Il ne peut être gagné qu'avec le cœur. Dans un communiqué publié sur la messagerie Telegram, le groupe État islamique a revendiqué l'attaque, affirmant avoir lancé 7 roquettes sur le palais présidentiel et la zone verte de Kaboul. Depuis le retrait progressif des troupes américaines en mai, les talibans ont lancé une vaste offensive sur le pays. Ils affirment contrôler désormais 85% du territoire. Direction l'Amérique du Nord, principalement le Mexique. Pegasus aurait espionné l'entourage du président Andrés Manuel López Obrador. Des membres de la famille et des associés du président mexicain Andrés Manuel López Obrador auraient été mis sur écoute entre 2016 et 2017 à l'aide de Pegasus, a révélé lundi un média enquêtant sur ce logiciel. Voici un reportage signé France 24. Avant d'arriver au pouvoir, Andrés Manuel López Obrador se savait surveillé. Mais l'espionnage dont il a été victime est sans commune mesure avec tout ce qui a pu être fait auparavant dans un pays pourtant habitué à suivre ses citoyens à la trace. Sa femme, ses fils, son chef de cabinet et même son cardiologue auraient été dans le viseur entre 2016 et 2017 du logiciel espion Pegasus, selon les révélations des journalistes du consortium Forbidden Stories. Au total, au moins une 50aine de personnes de son entourage. Un espionnage systématique orchestré par le président d'alors, Enrique Peña Nieto, ce que confirme l'ancien chef du Centre national d'intelligence. Sous Peña Nieto, l'utilisation de Pegasus est devenue hors de contrôle. Le Mexique aurait été le premier pays au monde à acheter la licence du logiciel Pegasus en 2011. L'objectif officiel alors était de mener une guerre contre le trafic de drogue. Mais très vite, les abus se seraient multipliés.
Hommes et femmes politiques de tous bords, avocats, militants, procureurs, diplomates, juges et même des prêtres, en tout quelques 15 000 personnes auraient été surveillées. Au moins 25 journalistes également, dont un a été tué. Lorsqu'Andrés Manuel López Obrador arrive au pouvoir en 2017, il ne renouvelle pas la licence du logiciel. La police fédérale de sécurité n'existe plus, le centre d'enquête et de sécurité nationale n'existe plus. Personne n'est espionné. La société israélienne NSO qui produit le logiciel nie fermement tout lien avec cette surveillance. Elle dit enquêter de son côté sur une utilisation abusive de son logiciel. Au Mexique, une enquête judiciaire a été ouverte en 2017. Personne pour le moment n'a été inquiété. Cette fois-ci, nous prenons l'addiction de l'Amérique du Sud. Le candidat de la gauche, Pedro Castillo, proclamé président du Pérou. Le candidat de la gauche et novice en politique, Pedro Castillo, a été proclamé le 19 juillet vainqueur de l'élection présidentielle au Pérou. Un mois et demi après le scrutin du deuxième tour du 6 juin, où il affrontait la candidate de la droite populiste Keiko Fujimori. Voici un reportage de confrère de la RT. C'est un Pedro Castillo tout sourire et accompagné de sa femme qui apparaît au balcon du siège de son parti Pérou Libre. Chers compatriotes, j'ai le cœur ouvert pour chacun d'entre vous. Dans ma poitrine, il n'y a pas de rancœur, pas de différence comme il se doit. Nous sommes des compagnons et des frères qui savent que le Pérou est toujours premier. Quelques minutes plus tôt, le candidat de la gauche radicale est proclamé vainqueur de l'élection présidentielle par le président du jury national des élections. Aujourd'hui, nous sommes très heureux parce que le peuple a gagné, le Pérou a gagné, les rêves de milliers et de milliers de Péruviens ont gagné. Aujourd'hui, nous célébrons parce que tout ce mois-ci, nous sommes restés devant le jury des élections nationales pour exiger que notre vote soit respecté. Une annonce qui vient clore des semaines de suspense après un scrutin particulièrement serré. Le 6 juin dernier, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, Pedro Castillo est déjà donné vainqueur avec 50,12% des voix, contre 49,87% des suffrages à sa rivale, la candidate de la droite populiste Keiko Fujimori. Mais la fille de l'ancien président Alberto Fujimori, qui purge une peine de 25 ans de prison pour corruption et crimes contre l'humanité, conteste les résultats et accuse de fraude son adversaire. Conséquence, des semaines durant, des milliers de Péruviens descendent dans les rues, manifestant pour l'un ou l'autre des deux candidats à la présidentielle. Peu avant l'annonce des résultats définitifs, Keiko Fujimori fait finalement volte-face et annonce qu'elle reconnaîtra la victoire de son adversaire. Je vais reconnaître les résultats car c'est ce qu'exigent la loi et la Constitution que j'ai juré de défendre, mais je ne me rendrai pas. J'appelle les Péruviens à ne pas baisser les bras et à mettre en œuvre une défense démocratique. Le Pérou a besoin de toutes les forces sociales et politiques unies dans la grande tâche d'arrêter le communisme, de défendre la liberté de la presse et de préserver la démocratie. Keiko Fujimori, faute d'immunité présidentielle, risque désormais 30 ans de prison. Visée par une enquête pour des pots de vin présumés lors de ses campagnes présidentielles de 2011 et 2016, elle a déjà effectué 16 mois de détention préventive. Pedro Castillo prendra lui ses fonctions le 28 juillet, jour de l'expiration du mandat du président intérimaire Francisco Sagasti. Notre tour du monde en information va nous emmener en Belgique. Belgique, deuil national après les inondations meurtrières. La Belgique a rendu hommage aux victimes des inondations qui ont dévasté plusieurs régions. La semaine dernière, une journée de deuil national marquée par une minute de silence à midi dans tout le pays. Voici un reportage signé TV5 Monde. Le pays se fige, toute sirène hurlante, avant qu'il ne plonge dans une longue minute de silence. Lourde, pesante, à l'image du traumatisme de toute une population dont un enfant se fait le porte-parole. Sire, Majesté, Mesdames, Messieurs, même si je n'ai pas vécu les inondations, j'ai eu peur pour les gens qui les ont subies. Je suis triste parce que la ville est détruite et qu'il y a des déchets partout.
Je souhaite qu'on aide les gens dans le besoin en donnant à manger, à boire et de quoi se couvrir. Le roi Philippe et la reine Mathilde à la rencontre des secouristes, qu'ils soient pompiers ou bien ambulanciers, bref, les premières lignes. Le sauvetage a été dantesque, a duré plus de 6 heures et de savoir qu'on avait des gars qui étaient coincés à 200 mètres des berges sur un véhicule. Et bien évidemment, des sinistrés. Dans les zones meurtries, seule la minute de silence et pas une seconde de plus est venue ralentir l'élan de solidarité, tant l'ampleur de la tâche à accomplir est immense. Toujours pas d'eau ni d'électricité, encore moins d'internet. La solidarité, c'est ici. C'est les citoyens qui sont en train d'aider tout le monde. Que ce soit d'Anvers, parce qu'on a reçu un gros camion qui vient d'Anvers. On est plus fort justement en tant que citoyen qu'avec la commune. 31 morts, 70 disparus, dernier bilan officiel, dernier bilan encore provisoire, une semaine après le début de ces inondations sans précédent dans l'histoire du pays. D'autres hommages sont prévus demain, 21 juillet, jour de fête nationale. C'est la fin de la page internationale au grand journal du 14h pour aujourd'hui. Présentation Erlich Dorelas, production Ed Prod, réalisation Télébeltop pour le camp de la radio évangélique Ozenas 102.3 FM à Jacmel. Couleur du temps pour aujourd'hui à Boston, 84 degrés Fahrenheit, 24 degrés Celsius. À Jacmel, 88 degrés Fahrenheit, 31 degrés Celsius. Bonsoir Joannel, bonsoir Smith, Jean-Julien, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Ozenas 102.3 FM à Jacmel. Gardez le sourire car le sourire ça rajeunit le visage. Passez un excellent mardi après-midi accompagné de la radio. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.